nouvel épisode d'Échanges Authentiques. Et j'accueille avec nous Pierre-Jérôme Charrière. Bonjour Pierre-Jérôme. Bonjour. Comment vas-tu Bah en ce écoute, beau matin? super. Merci de ton invitation, parce que c'est ma première participation active à un podcast, donc je suis très content de pouvoir échanger quelques instants avec toi. Avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Ah, on s'est vu une fois. Je t'ai proposé le podcast. Tu m'as dit oui tout de suite. Je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai trouvé un client là. On est bon. Bon, ben merci. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Est-ce que Pierre-Jérôme, tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc je m'appelle Pierre-Jérôme Cherrière, je suis coach en finance. J'ai décidé de faire ce métier il y a à peu près 4 ans, parce qu'auparavant j'étais instructeur pilote de chasse dans l'armée de l'air. Donc un gros changement de carrière euh, et qui a imposé pas mal de remises en question, hein, forcément, parce que passer d'une carrière dans l'armée, dans les avions, à une carrière plutôt orientée sur la finance et l'épargne, c'est un domaine enfin, ce sont deux domaines plutôt très éloignés. Donc voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu plus Ouais. en profondeur. Mais aujourd'hui, je suis donc coach en finance, donc j'accompagne les personnes indépendantes ou les entrepreneurs à mieux épargner, investir correctement et surtout préparer l'avenir, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, notamment pour les retraites. Donc, je suis là pour Et, les aider et les accompagner. et la première fois qu'on s'est vu, tu m'as dit, et payer moins d'impôts. Et payer moins d'impôts également. Alors, euh, je pense qu'on en reparlera également, mais payer moins d'impôts, il ne faut jamais que ce soit l'objectif principal d'un investissement, parce que sinon on est sûr de courir à un échec. Il faut que ce soit un élément complémentaire. Mais effectivement, payer moins d'impôts, ça revient Bon, de plus non, en mais plus. ça parle, hein. Ça parle aux gens, quoi. Et vu les projets de certains de nos candidats ou hommes politiques, payer moins d'impôts, je pense qu'on en reparlera encore pendant les mois ou les années qui viennent. À suivre. On rentre pas dans ce domaine-là, mais je te rejoins. Je te rejoins. Alors, on va retracer un petit peu ton histoire de vie pour arriver justement à ces différents changements et ce que tu as peu appris tout au long de ta vie. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis le début parce que bah, moi, j'ai été petit garçon, comme tout le monde, et puis bah, j'ai eu des rêves, et ces rêves, souvent, quand on est petit garçon, c'est soit pilote de chasse, soit pilote de ligne. Bon, moi, j'étais pilote de ligne. Ok. Moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là. Mais voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce qui t'a poussé à devenir pilote de chasse, puis après instructeur? Alors, j'ai décidé très très jeune d'être pilote d'avion dans un premier temps, parce que j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu avec mes parents. Et quand j'avais 3 ans, donc on était en avion et j'ai pu visiter le cockpit. Il y avait des boutons partout et j'ai tout de suite dit, je veux être pilote d'avion. Après, avec la maturité, ça a un petit peu évolué et j'ai longtemps hésité entre pilote de chasse et pilote de ligne. Mhm, Et alors, parce que ce sont deux carrières complètement différentes, tant d'un point de vue pilotage, gestion et bah, mise en pratique de la manière de piloter, que d'un point de vue financier, parce qu'un pilote de ligne va gagner beaucoup plus qu'un pilote de chasse, même si on n'était pas malheureux. Et, et un jour, quand je devais être au lycée, je discutais avec mon père de ce que j'hésitais. Je comparais tout, hein, les salaires, le métier, les mutations. Voilà. Et un jour, mon père m'a dit, euh, fais ce que tu as envie, mais réfléchis à une phrase, c'est est-ce qu'il vaut mieux être ou avoir? au Et c'est là où conseil. je me suis dit, bon, bah, je vais être pilote de chasse. Voilà, parce que pour moi, c'était d'être le pilote de la Formule 1 et pas le pilote de l'autobus. Bon, Oh, je ne crache pas du tout sur les pilotes de ligne, hein. Euh, de toute façon, c'est un métier que j'ai euh, tenté de faire au moment de ma reconversion. Je dis tenté parce que j'ai quitté l'armée en janvier 2020. En mhm. mars 2020, il y a eu le Covid, le confinement, du coup, j'ai changé un petit peu de braquet, changé d'objectif. Mais voilà, c'était une passion qui est venue vraiment très très tôt. Après, quand j'ai eu 16 ans, j'ai pu commencer à voler en aéroclub. Donc, dès Mhm. que je travaillais, je faisais des petits boulots, livreur de pizza, des petits trucs à droite à gauche.
c'était pour mettre de l'argent dans l'aéroclub pour pouvoir voler. Donc c'était une passion depuis de très très longues années. Intéressant. Génial. Comment, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se poser cette question-là, comment on devient pilote de chasse, justement? Quelles sont les études à faire? Quelles sont les formations? Comment ça se passe? Peut-être quelque chose que les gens ne savent pas forcément. Alors, dans l'armée de l'air, il y a deux moyens pour rentrer. C'est Mhm. soit on fait euh, école préparatoire, les classes préparatoires, donc maths sup, maths spé, le concours de l'école de l'air. Et cette carrière permet, enfin, cette filière plutôt, permet de devenir officier de carrière dans l'armée. Et donc, pour les meilleurs, c'est ceux qui vont finir généraux, chefs Mhm. d'état-major, commandant de base aérienne, etc. Donc là, c'est la voie très orientée carrière et haute fonction dans les armées. Leur carrière en tant que pilote va être beaucoup plus courte, va durer 10 à 15 ans, ce qui est Mhm. déjà bien, hein, mais 10 à 15 ans, et ensuite, ils vont rapidement prendre des responsabilités, donc ils voleront très très peu, Mhm. de l'ordre de 30 à 40 heures par an. Donc c'est juste pour maintenir un petit peu leur qualification, un petit pied dans l'avion. Euh, mais ensuite, ils auront des responsabilités qui leur laissent pas suffisamment de temps de toute façon pour voler. Et l'autre filière, celle que moi j'ai décidé de prendre, c'est de rentrer. Alors, à l'époque, c'était qu'avec le bac. Là, je crois que la filière est toujours ouverte sur cette voie-là. Donc, c'est de rentrer avec le bac. Là, ce sont des tests psychotechniques, psychomoteurs et des tests sportifs, avec des entretiens, bien sûr, entretiens, tests d'anglais. Bon, les tests à l'époque duraient quasiment 3-4 jours, quoi. Et, et donc là, c'est une carrière qui est complètement différente parce qu'on est officier sous contrat avec une durée Mhm. maximale de temps de service possible et des plafonds en termes de grade, donc des plafonds en termes de responsabilité possible. Donc c'est vraiment deux voies complètement différentes. Moi, je voulais, dans un premier temps, piloter, faire plutôt une carrière, on va dire, courte. Alors, j'ai fait 16 ans hein, dans l'armée, donc c'est pas si court que ça aujourd'hui, mais on peut faire entre 15 et 20 ans à peu près sur ce type de carrière relativement courte et ensuite se reconvertir. Un officier de carrière, lui, va faire normalement beaucoup plus longtemps. Ok. Et tu as eu des personnes là qui, tout au long de cette carrière-là, t'ont accompagné, t'ont guidé, t'ont mentoré, parce que c'est aussi quelque chose d'important d'apprendre aussi souvent par ses pairs. Qu'est-ce que tu retiens justement de ces périodes-là? Alors, en fonction des étapes, on nous attribue un parrain. D'accord. Donc ça, c'est principalement dans les étapes en vol. Quand, dans toute la phase théorique, il y a rien de particulier qui est mis en place. Mais dans les phases en vol, en général, on a un parrain qui nous est attribué. On fait les premiers vols sur chaque type d'avion avec ce parrain. Et on est censé avoir un rapport un petit peu privilégié avec cette personne. Alors je dis on est censé parce qu'après, ça dépend aussi de comment passe le courant avec chacun. Mhm. Euh, Moi, avec mon parrain que j'ai eu sur les tout premiers vols quand j'étais à Cognac, bah, je le croise encore de temps en temps et c'est très sympathique. Et avec celui que j'ai eu à Tours, donc quand j'étais sur Alpha Jet, là c'était un pilote belge, donc j'ai plus de contact avec lui, Mhm. mais il était également très accessible et très disponible si j'avais des questions pour m'aider. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très sympa et ça continue à être mis en place parce que quand j'ai quitté en 2020, tous les élèves avaient un parrain qui leur était attribué. Ok. Et donc là, ça y est, tu deviens pilote de chasse. Toujours pareil, parce que je suis pas sûr qu'on sache vraiment. On voit beaucoup de choses à la télé quand on regarde un petit peu les reportages, mais c'est quoi la vie d'un pilote de chasse? C'est quoi son quotidien? Alors, ça doit Alors, changer avant quand de même devenir souvent. pilote de chasse, déjà, il y a une phase théorique Oui. qui dure 6 à 9 mois en fonction des différentes promotions, en fonction des examens à passer. Et cette phase théorique, c'est de passer le brevet de pilote de ligne théorique. Donc, c'est exactement le même que les civils. Le pilote que chez Air France Ok. va passer le même examen théorique. Donc là-dessus, ce qui est très bien, c'est qu'il y a des équivalences pour ensuite se reconvertir. Donc, il y a cette phase théorique, ensuite la phase pratique qui est progressive en termes de difficultés, en termes d'avion, en termes de mission qui va être demandée aux différents élèves. Alors, c'est progressif, mais en même temps, il y a une pente qui est quand même très importante, une pente de progression qui est imposée, forcément, hein, parce que
parce que ce sont les finances publiques, hein. Donc il faut qu'un élève soit formé en tant de temps, tant d'heures de vol, tant d'heures de simulateur, etc. Alors, pour certains cas un petit peu particuliers, on peut avoir ce qu'on appelle des vols de révision. Mm. Si sur un ou deux des exercices en particulier, ça pêche un petit peu, en général, on peut nous attribuer un ou deux vols de révision. Mais il y a une pente de progression qui est assez importante. Et cette phase pratique jusqu'au brevet dure 2 à 3 ans. Ok. Donc, on a eu une phase théorique de un petit peu moins d'1 an, une phase pratique 2 à 3 ans pour avoir le brevet. Après, quand on a le brevet, on est pilote de chasse, mais on ne sait pas utiliser l'armement. Donc après, il faut apprendre à utiliser l'armement. Donc là, c'est une phase euh, pratique qui dure en fonction des avions, en fonction des missions, qui peut durer jusqu'à 2 ans. Donc avant d'être réellement envoyé en opération, entre le moment où une personne rentre dans l'armée et le moment où elle va faire sa première mission de guerre, il peut y avoir 4 5 ans. Ok. Et ensuite, il y a d'autres qualifications à passer, parce qu'au départ, on est pilote opérationnel, euh, sous-chef de patrouille, chef de patrouille. Donc, il y a différents stades qui vont donner des possibilités de faire des missions ensuite plus ou moins complexes ou avec plus ou moins d'avions. Voilà. Donc, c'est une formation qui dure de toute façon toute une carrière, parce qu'on peut aussi être amené à changer d'avion, changer de base forcément. Donc, changer de base, ça veut dire que l'environnement va changer. Mm. Donc, il faut encore apprendre de nouvelles choses. Mais j'allais te poser la question, c'est un apprentissage continu. Ah, c'est indispensable. C'est indispensable parce que quand on a appris quelque chose une fois, bah, il faut le réviser pour être systématiquement au top. Parce que au fur et à mesure, la mémoire s'estompe. Donc il Mm. faut le réviser régulièrement. Il y a des, des- des examens ou des tests qui sont faits régulièrement, que ce soit théorique ou pratique, et quelle que soit la qualification du pilote. Donc c'est indispensable de toute façon de réviser régulièrement. Il y a des simulateurs qui sont imposés également pour, en général, réviser les pannes, enfin, les pannes complexes, on va dire, Mm. parce que des pannes, on en a régulièrement, ce qui est normal, hein. Tout type d'avion a des pannes qui sont plus ou moins graves et plus ou moins faciles à gérer. Mais les pannes qui vont être très complexes, elles sont systématiquement travaillées au simulateur, parce Mm. que là, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire des combos de pannes qu'on ne peut pas tester en plein vol, forcément, quoi. Mais au Bon, moins, le jour où espérons. ça arrive, eh ben, on est prêt. Mm. Alors, on y arrive justement à ce quotidien, puisque ça y est, t'es formé, même si la formation s'arrête jamais, je l'ai bien compris, et c'est aussi le point intéressant, parce que voilà, on continue d'apprendre. On reviendra justement sur cet apprentissage continu. Voilà, moi, j'aimerais que vraiment tu m'expliques ce que ça implique, en fait, d'être pilote de chasse, et à quoi ça correspond, si quelqu'un a envie de le devenir, voilà, à quoi il doit s'attendre. Alors, la plupart du temps, il va voler, il va faire 1 à 2 vols par jour. Euh, pour un pilote dans les armées, c'est déjà pas mal. Pour un pilote de ligne, pardon, pour un pilote de ligne, Mm. c'est rien du tout. Les pilotes de ligne peuvent faire 2 à 3 vols par jour pour ceux qui sont sur des lignes assez courtes. Mm. Euh, donc, un pilote de chasse, lui, va faire entre 150 et 200 heures de vol par an. Euh, là où c'est euh, complexe ou là où ça peut être fatigant, c'est que une mission de 2 ou 3 heures, ça peut demander plusieurs jours de préparation parfois. Notamment quand ce sont vraiment des missions de guerre, ça peut demander vraiment plusieurs jours de préparation. Donc c'est pour cette raison que on a des heures de vol qui vont être beaucoup plus faibles que les heures de vol faites Mm. par un pilote de ligne. Mais encore une fois, c'est une approche qui est complètement différente. Après, donc il y a comme je l'ai dit, 1 à 2 vols par jour. Ça peut être un vol, un simu, un vol de jour, un vol de nuit. Que un vol de nuit si c'est un vol qui va durer relativement longtemps et tard dans la nuit. Euh, donc, on va faire simple, on va faire une semaine de 5 jours avec 5 vols dans la semaine. Un temps de préparation qui peut aller de quelques heures à quelques jours en fonction de la difficulté de la mission. Donc ça, c'est, on va dire, 70 à 80% du temps. Après, il y a des missions annexes, c'est-à-dire que dans son escadron, le pilote va avoir des tâches supplémentaires
Euh, s'occuper de la documentation aéronautique, de faire de l'instruction pour les nouveaux arrivants sur tel type d'armement, sur telle procédure. Donc il y a systématiquement une mission d'instruction, alors qu'on peut appeler du mentorat hein, également, mais Mhm. c'est une mission d'instruction en fonction du grade et de la qualification du pilote. Il y a ensuite les contraintes militaires. Donc ça peut être faire des missions, des opérations intérieures. Donc là, on va être type Vigipirate. Alors, on en fait très peu, les pilotes de chasse en font très peu, parce que bah, c'est pas le cœur de notre métier, mais on peut être amené à en faire. On peut être amené à faire des permanences, permanence de la base, permanence donc au sol, hein, dans ce cas-là. Mhm. Euh, il y a également des permanences en vol. Donc là, c'est ce qu'on appelle la permanence opérationnelle, c'est la police du ciel. Donc on entend de temps en temps qu'un avion de telle base a intercepté un avion qui était en panne radio pour l'aider, pour l'assister. Voilà, donc c'est la police du ciel. Là, les pilotes qui sont affectés pendant une semaine entière. Ils sortent pas de la base et ils peuvent être déclenchés. Donc déclenchés, ils peuvent avoir une alerte pour un décollage immédiat H24 pendant une semaine. Mhm. Donc c'est un métier qui a vraiment différentes facettes. Je sais pas si tu as le droit d'en parler, mais tu as en tête une mission ou un fait marquant, sans forcément nous donner tous les détails, parce qu'il y a peut-être un peu de secret défense dans l'histoire, mais quelque chose dont tu te souviens et qui a été important dans ta carrière de pilote? Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'étais donc instructeur pilote de chasse, mais j'étais aussi pilote de drone. Et, et donc j'ai été déployé en opération extérieure en tant que pilote de drone à Mhm. plusieurs reprises. Et donc là, c'était en Afghanistan. C'était un drone qui n'était pas armé à l'époque, hein. Aujourd'hui, les drones français sont armés. À l'époque, c'était vraiment que de la surveillance, du renseignement. Et donc là, il y avait une base française à proximité de la nôtre qui venait d'être attaquée. Et donc nous, on était déjà en vol, pas très loin. Donc on a été redéployé en urgence bah, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passait et puis donner plus d'informations à l'état-major pour qu'ils puissent ensuite prendre leurs décisions. Et on a réussi à trouver les personnels qui ont attaqué la base. Mhm. Donc c'était des attaques à la roquette et aux obus. Et donc on a réussi à les suivre. Pendant ce temps-là, bah, il y a des hélicoptères d'attaque français qui ont été envoyés pour aller les neutraliser. Et la difficulté de la mission, c'était à la fois de se dire, voilà, on sait qu'il y a une base française qui a été attaquée, on sait pas s'il y a des blessés, des morts, hein, on savait rien, on savait qu'il y avait plusieurs roquettes qui avaient été lancées. Donc là, on peut tout imaginer, hein. Mhm. Et la difficulté, parce qu'on avait une caméra à l'époque qui était d'assez mauvaise qualité, dans le sens où la résolution n'était pas terrible. Mhm. Donc ce qu'il ne fallait absolument pas faire, c'était perdre de visuel ces personnes. Et quand j'y perds de visuel, c'est les pertes du champ de la caméra. Parce qu'à partir du moment où on le perdait, où on les perdait, on pouvait ensuite avoir un doute de savoir si c'était eux ou pas. Et donc, s'il y a un doute, c'est impensable de faire une neutralisation parce que bah, ça peut être un civil. Et les dommages collatéraux sont évités au maximum. Il fallait absolument se battre pour les garder dans le champ de la caméra. Et donc à ce moment-là, c'était moi qui étais aux commandes. Et Mhm. on a réussi avec mes équipes, hein, parce que je n'étais pas tout seul, hein. Il y avait un chef de mission qui était derrière moi, qui coordonnait l'activation des différentes zones dans lesquelles on allait devoir rentrer, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres avions, hein, parce que quand on est au drone, on voit que le sol, mais on ne voit pas ce qui nous entoure. Donc il fallait être sûr qu'il n'y ait personne autour de nous pour que moi je puisse me concentrer sur ce que voyait la caméra. Et j'avais un interprète image qui lui faisait des arrêts sur image pour les transmettre directement à l'état-major, pour s'assurer que le flux vidéo entre la caméra du drone et l'état-major était toujours disponible à 100%, pour ensuite que l'état-major puisse nous donner différents ordres à nous ou aux intervenants qui allaient tenter de les neutraliser. Et du coup, on a réussi à les suivre. L'hélicoptère est arrivé jusqu'à ce qu'il puisse faire le tir. Et nous, on est resté sur zone bah, pour voir s'il se cachait, s'il se relevait, enfin, enfin, pour s'assurer qu'ils étaient neutralisés Mhm. totalement.
jusqu'à ce qu'ensuite il y ait des troupes au sol qui aillent sur place pour tenter de les identifier. Donc c'était une mission qui Waouh. était assez prenante, forcément, hein, parce que sur le coup, on est vraiment à fond dedans, on a le cœur qui bat très vite, même sans être dans l'avion, hein. Mm. C'est pas comme on a pu l'entendre il y a quelques années, un jeu vidéo, hein. À l'époque, je le sentais vraiment pas du tout comme ça, parce qu'on est déployé sur place. Sur la base où on était, de temps en temps, c'est nous qui nous prenions la roquette aussi, donc ça nous rappelait à l'ordre, hein, de se dire que Ouais, c'était pas un jeu, quoi. ouais. Waouh. Euh, c'est intéressant parce que ça montre un petit peu toute la construction, tout ce qu'on a à apprendre, parce qu'on reparlait d'apprentissage. Voilà, au fur et à mesure, tu as de nouvelles choses qui viennent se mettre, et l'apprentissage sous stress aussi, parce que forcément, je pense que la différence entre, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est simulateur et la vie en vrai, je pense qu'il y a encore une étape là, qui se franchit en termes d'apprentissage là-dessus. Oui, ouais, ouais, c'est... Tu, Après coup, tu m'as dit, je suis aussi devenu instructeur. Euh, Pareil, la même impression. Qu'est-ce qui t'a amené justement à venir vers l'instruction? Est-ce que c'est quelque chose déjà de naturel au sein de l'armée, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de volontaire et que tu as toi décidé de faire? Alors, c'est à la fois naturel et un acte de volontariat pour ma part, parce que Mhm, j'aime beaucoup transmettre. Euh, donc c'est un métier dans lequel je me suis vraiment épanoui, parce que bah, ça impose aussi une remise en question, parce qu'il faut réussir à transmettre un message. Euh, donc, on a la phase théorique, bah, qu'on apprend à tous les instructeurs, mais ensuite, il faut réussir à s'adapter bah, à notre récepteur, à notre élève. mhm, Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, parce que parfois, bah, le message qu'on transmet, il va très bien passer avec Monsieur Dupont et pas du tout avec Monsieur Durand, quoi. Voilà. Donc, faut s'adapter aux caractéristiques du coup de Monsieur Durand pour peut-être lui transmettre un message qui va être différent ou présenter différemment mhm, pour qu'il le comprenne et puisse l'intégrer, l'appliquer derrière, quoi. Et ça, c'est le côté que j'aimais beaucoup. Et, mais ça reste une voie naturelle parce que quasiment tous les pilotes, alors je dis quasiment tous, mais ça va être principalement les officiers sous contrat, quasiment mhm, tous les pilotes font un jour de l'instruction à un moment ou un autre, que ce soit en école de début ou en escadron de chasse. Et j'ai même envie de dire, même ceux qui sont de carrière, qui auront des responsabilités, en général, ils font également de l'instruction. Alors, mhm. dans ce cas-là, plutôt en escadron de chasse, moins qu'en école de début. Mais la transmission au sein des armées se fait principalement comme ça. Passionnant, passionnant. On fait une avance rapide. On va arriver vers, je suppose, 2019 à peu près. Ta carrière touche à sa fin. Une question que je me posais tout à l'heure, c'est, on arrive en fin de carrière. Déjà, comment l'armée vous accompagne? Parce que je suppose que c'était déjà organisé puisque ton contrat arrivait à terme, hein, si j'ai bien compris. Comment l'armée vous accompagne à réorienter? Est-ce qu'il y a un bilan de compétences ou est-ce que c'est quelque chose que tu as fait toi de ton côté? Voilà, comment... Alors, il y a une cellule spécifique qui Ouais. s'appelle Défense Mobilité et qui est prévue pour accompagner à la reconversion. Donc, quand on arrive en fin de carrière, bah, il y a plusieurs entretiens qui sont mis en place pour qu'on se mette d'accord déjà sur une date de fin. Donc, ça peut caler avec la fin de contrat pur, ça peut se caler plutôt sur le plan annuel de mutation, donc qui est plutôt Mhm. orienté vers septembre. Donc, dans ce cas-là, on peut faire des prolongations de contrat peut-être de quelques mois pour éviter de faire un trou en plein milieu d'année, parce que là, c'est plus difficile à gérer pour les armées. Euh, mais il y a un accompagnement qui est fait donc, en termes de bilan de compétences, comme tu l'as dit, pour faire des entretiens, construire un CV, parce que ça prend pas du tout à le faire, quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les tests de recrutement, il n'y a pas de CV de lettre de motivation. C'est soit on fait un concours de l'école de l'air, donc là on aura des entretiens, donc ça peut se travailler. Soit on a les tests psychotechniques, psychomoteurs, comme j'ai fait, et un entretien. Le CV lettre de motivation, eh ben, ça n'a jamais été fait, Ouais. quoi. Voilà. Donc là-dessus on a de l'accompagnement, et on peut également avoir un accompagnement financier, parce qu'il y a un moment, se reconvertir, ça peut coûter de l'argent. On peut avoir un accompagnement financier,
soit c'est versé sous forme de prime ou d'une participation à une formation. Après, ça dépend un petit peu Hmm. de ce qu'on veut faire, du statut, de la durée de carrière dans l'armée. Il y a plusieurs critères particuliers. Mais en général, les armées accompagnent ceux qui repartent parce que bah, c'est un milieu qui est différent. Donc euh, là-dessus, tout est fait pour que ça se passe bien. Alors justement, parlons de toi plus précisément. Quand tu fais ce bilan de compétences, là, avant de te dire, tiens, j'ai envie de faire de l'accompagnement financier, quelles sont les compétences que tu ressors en fait de ces 16 ans d'expérience dans l'armée? Alors, moi, justement, je ne l'ai pas fait, ce bilan de Ah, compétences, parce que à la base, je voulais faire pilote de ligne au moment de ma reconversion. oui. Donc là, ce que j'ai plutôt eu comme accompagnement, c'est CV, lettre de motivation, Hmm. entretien. Parce que le bilan de compétences, bah, c'est des qualifications que j'avais dans l'armée à transposer dans le civil. Alors, j'avais des formations complémentaires à faire, hein, du travail en équipage, du travail sur avion multimoteur. Donc, c'est des formations spécifiques. Donc là, j'ai eu un accompagnement financier pour aider à payer ces différentes formations. Mais j'ai pas eu de bilan de compétences au sens propre parce que bah, je restais dans le même domaine. Sauf qu'il y a eu le Covid. Donc, j'avais un poste dans une compagnie aérienne sur Marseille. J'ai commencé la formation début mars. Mi-mars, il s'est passé un petit blocage, mi-mars 2020. Donc forcément, la compagnie, elle a dit, bon, bah, on Ouais. attend, on attend, on attend, on attend. Euh, les compagnies étaient toutes en grande difficulté parce que c'est le monde entier qui était bloqué. Et conserver des qualifications, ça coûte très cher. Ça se compte en plusieurs milliers d'euros, pour pas dire dizaines de milliers d'euros parfois. Donc ça coûte très cher parce qu'il faut garder son aptitude médicale, Mhm. il faut garder son aptitude à piloter un avion multimoteur. Donc parfois on peut faire ce renouvellement de qualification au simulateur, parfois c'est obligatoirement en vol. Et ça coûte très cher. Donc moi, j'ai pas voulu continuer sans avoir de visualisation possible de la reprise de l'aéronautique. Donc j'ai tout de suite basculé sur autre chose. Et donc là, j'ai eu la possibilité de faire un BTS profession immobilière. En parallèle, j'ai fait un peu plus de 300 heures de formation pour faire de l'accompagnement financier, euh, qui m'a permis d'être immatriculé à l'ORIAS. L'ORIAS, c'est un registre Hmm. officiel qui recense tous les intermédiaires en finance et en banque et en assurance. Et partant de ces 3 formations, j'ai pu ouvrir mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Et donc là, je continue à travailler parce que je suis en train de poursuivre un master en ingénierie patrimoniale. Et donc en apprentissage Ouais. continu encore. Voilà, j'aime bien apprendre. Ça tombe bien, c'est un peu le sujet. Parfait, on est bien. Justement, là, reprendre ses études, parce que ne serait-ce que pour le BTS, déjà se dire, je sais pas, c'est peut-être ma façon de voir les choses et je pense que beaucoup de gens là, voilà, on est pilote de chasse, voilà, et puis on va devenir sans préjugés, hein, on devient juste, voilà, BTS quoi. Ouais. Faut reprendre ses études, repartir à zéro. On est quelqu'un qui est estimé, reconnu, etc. dans son milieu, qui devient quelqu'un de lambda dans un autre milieu. Comment ça se passe, tout ça? Bah, très bien, je m'en porte bien, donc ça va. Non, non, après, c'est euh, retourner dans les livres, ça a Hmm. vraiment été très facile parce qu'en fait, quand on est pilote, on est obligé d'être dans les Ouais. livres très fréquemment. Parce qu'il faut revoir ses procédures, il faut revoir, je parlais de l'armement, je parlais de l'environnement, parce que les procédures, elles évoluent aussi. Hmm. Donc vu qu'on est en apprentissage permanent, bah, retourner dans les livres pour apprendre autre chose, en fait, ça a été vraiment très facile. C'était simplement le domaine ou la consistance du livre qui était différente. Mais le livre en lui-même, c'était très facile euh, parce que on a tout le temps besoin de faire travailler son cerveau pour soit réactiver une connaissance, soit en apprendre une nouvelle. Tu as mis des choses en place, des petites techniques, des petites organisations quand même qui te permettaient d'être là-dedans ou ça s'est fait vraiment naturellement? Non, ça s'est fait assez naturellement. Alors après, moi, je suis très visuel.
Donc Ouais, j'ai besoin d'écrire ou de voir quelque chose. ouais. Euh, donc si c'est uniquement quelque chose qui est fait à l'oral, j'ai beaucoup de mal à l'intégrer. Moi, il faut que je le voie, faut que je puisse revoir la disposition sur la page. Et dans ce cas-là, je vais savoir que telle notion, elle est positionnée en haut à droite de la page. Alors, Mm. je ne suis pas à connaître le numéro de la page au milieu du livre, mais de me dire, voilà, tel tableau, telle notion, je l'ai vu, c'était positionné ici. Bah, rien que de voir ça, en fait, ça m'aide à le revoir, à le restituer. Et donc, moi, j'avais besoin de poser les choses de cette manière. Et sur le BTS, je l'ai passé en présentiel à Marseille. Donc, je prenais le train tous les matins pour y aller, parce que je suis à Salon-de-Provence. 1 heure de train matin, en gros, hein, 1 heure le soir. Bah, rien que ça, en fait, ça aide à travailler parce que dans le train, il ne se passe pas grand-chose. Et bah, ça me faisait C'est- 2 heures de plus de travail en plus Mm. du temps sur place. Donc ça, c'était le côté assez facile. Et c'est aussi ce qui m'a permis de faire des formations en complément de ce BTS. Oui. Est-ce que tu as quand même eu le sentiment qu'il te manquait certaines choses pour arriver dans cette vie civile et commerciale? Peut-être que je t'oriente un peu sur la question, mais est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y avait des points quand même sur lesquels tu devais vraiment bosser et que forcément tu n'avais pas eu le temps d'expérimenter pendant ton passage à l'armée? Alors, oui, il y en a pas mal parce que quand on est dans l'armée, on est un peu dans sa bulle quand même. Mm. Parce que comme je dis, hein, tout ce qui est CV, lettre de motivation, on ne sait pas faire. Euh, le monde civil, on le connaît très peu, pour pas dire pas du tout. J'ai beau avoir livré quelques pizzas quand j'étais au lycée ou étudiant. euh, voilà, c'est une approche qui est complètement différente. Et cette approche civile, oui, je la maîtrisais pas du tout pour le coup. Et pour donner une petite anecdote, quand j'ai signé mon contrat avec la compagnie aérienne, bah, qui ensuite l'a arrêté, quand elle a commencé à me parler de mutuelle entreprise, de choses comme ça, je me suis dit, c'est quoi? Voilà, c'est une notion qui est aussi bête que ça. Ouais. Alors, j'avais ma mutuelle hein, dans l'armée. Alors, c'est une que l'on prend à titre individuel, mais j'en avais une, mais dans le milieu civil salarié, c'est quelque chose que je connaissais même pas. Je savais même pas que c'était obligatoire à l'époque de prendre la mutuelle qui était proposée par son employeur, quoi. Voilà. Donc, il y a plein de notions comme ça en termes d'accompagnement qui ont pu me manquer. Après, c'est pareil, on apprend vite, hein. Quand on est passionné, quand on Exactement, c'est s'investit. ça. Non, mais c'est important, c'est important. Tu m'as dit, je continue mes études, donc là, tu continues de te former. C'est Oui. quoi tes projets, c'est quoi tes projets de carrière, si j'ai envie de dire, dans l'investissement financier? C'est surtout, c'est quoi ton objectif? Alors, mon objectif, là, c'est de continuer à développer ma clientèle. Alors, développer la clientèle, j'ai envie de dire, c'est tous ceux qui font de l'accompagnement, du commerce, c'est ce qu'ils veulent, hein. Euh, Moi, ce que je cherche à faire, c'est, pour rester dans le cadre pédagogie qui m'a suivi tout au long de ma carrière militaire, c'est de faire de la pédagogie financière. Donc, quand je fais des propositions particulières à un client ou à un prospect, je lui explique systématiquement pourquoi cette solution, je l'ai retenue pour lui, pourquoi j'estime qu'elle lui convient et pourquoi j'estime que Hmm. c'est la meilleure. Et ce que je veux absolument, c'est qu'il comprenne tout ce cheminement et qu'il comprenne dans quoi il investit. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, on n'a aucune formation particulière en termes de gestion de budget, d'investissement, de préparation à l'avenir. Quand je dis préparation à l'avenir, alors on parle souvent des retraites, mais c'est aussi préparer les études des enfants, comment on va les financer. Parce que les études des enfants, en moyenne, c'est presque 10 000 € par an. Si c'est si c'est pas anticipé, si c'est pas préparé, ça peut être compliqué. Donc, on n'a aucune formation, aucun accompagnement. En général, le banquier est absolument pas présent pour ça. Alors, je tape pas sur les banquiers par plaisir de taper sur eux, hein. Le banquier qui est dans son agence, il fait malheureusement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il a des objectifs qui lui sont imposés. Bah, il essaie d'atteindre ses objectifs, hein. C'est normal, et à sa place, je ferai forcément la même chose. Après, c'est la manière dont sont structurées les banques qui est un peu dommageable pour le client lambda, parce qu'il n'y a plus d'accompagnement
réel sur un projet, mais il y a plus de la vente de produits. Alors, quand une banque commence à faire des ventes de téléphone ou d'alarmes pour la maison, bah, c'est pas censé être leur cœur de domaine, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Et donc là, je suis là pour prendre le relais, en fait, de toutes ces personnes qui estiment être mal accompagnées par leurs banquiers, par leurs conseillers, et qui souhaitent préparer un ou plusieurs objectifs de vie. Donc, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Ça peut être préparer les études des enfants, ça peut être faire un tour du monde pendant 2 ans. J'ai une personne qui m'a dit qu'elle souhaitait prendre une année sabbatique dans 5 ans. Bah, toutes ces choses-là, ça se prépare. Donc, je suis là pour leur donner une ou plusieurs solutions pour chacun de ces objectifs. Je me posais la question là de faire le lien en fait entre ton ancienne vie et l'actuelle. Est-ce que tu ressors des choses justement de ce que tu as appris dans le monde de l'armée que tu réutilises maintenant? Et est-ce que ça compte pour tes clients? Ça aussi, c'est un point important que je voulais te demander. Est-ce que voilà, quand tu dis j'étais pilote de chasse, est-ce que tu le dis déjà? Est-ce que ça fait partie de ta communication et est-ce que ça compte? Alors, Il y a deux je le dis questions, de... ouais. Alors, je le dis de temps en temps, je le dis pas à tout le monde. hein. Ouais. Parce qu'il y en a certains que ça va pas parler. Moi, j'aime pas trop m'étendre dessus parce que j'estime que ça peut paraître prétentieux. Euh, Parce que dans l'esprit des gens, c'est encore Top Gun. Ah ouais. Alors qu'au final, Maverick. on reste des gens normaux, hein. Donc, on n'est pas surhumain. Euh, j'aime pas trop m'étendre dessus. En revanche, euh, je le dis beaucoup plus volontiers quand les prospects sont déjà militaires. Hmm. Parce que dans le cabinet que j'ai créé avec mon associé, qui est lui aussi un ancien de l'armée de terre pour le coup, on a fait une branche généraliste et une branche spécialisée pour les militaires avec des solutions qui sont réservées aux militaires. Donc forcément, pour ce type de population, quand je leur dis que j'ai été dans l'armée, que j'étais pilote, euh, bah, ça peut rassurer un petit peu parce que je Hmm. connais leurs contraintes, je connais leur situation, et du coup, je suis souvent plus à même de leur apporter une solution spécifique que mon confrère conseiller en investissement financier dans le village d'à côté bah, ne saurait peut-être pas répondre à cette problématique Hmm. particulière. Ok. Donc, je le dis pas Et tout le donc, temps. ok. Et donc, je te disais, tu as noté quand même des points de ton ancienne vie qui ressortent en fait et qui te guident un petit peu dans cette nouvelle vie. Je parle professionnellement, bien sûr. Bah, le côté pédagogique, comme j'ai dit Ouais. tout à l'heure, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, j'ai toujours voulu comprendre dans quoi j'investissais. Hmm. Quand j'ai fait de l'investissement immobilier locatif, eh ben, j'ai acheté des dizaines de livres pour comprendre le fonctionnement, parce que j'avais commencé en 2007, hein, l'investissement locatif. Donc il y avait beaucoup moins Internet, beaucoup moins de réseaux. Hmm. À l'époque, ça se faisait avec des livres qu'on achetait à la FNAC. En vrai, des Euh, vrais, avec du papier et tout. des vrais. Amazon, je ne sais même plus si ça existait ou alors ça devait commencer. Dans son garage. Voilà. Jeff Bezos, si tu nous suis. Donc, je l'ai fait Euh, à l'ancienne euh, parce que je voulais comprendre, je voulais être un bon propriétaire bailleur, hmm. être attentif à mon locataire pour qu'il y ait une bonne relation. Et globalement, ça s'est plutôt bien marché, ça a plutôt bien fonctionné parce que j'ai une bonne relation avec la plupart de mes locataires. Hmm. Euh, Aujourd'hui, j'ai complètement arrêté pour d'autres raisons. Et euh, c- ce côté pédagogique, je souhaite vraiment euh, continuer à le mettre en place Ouais. pour que mes prospects, mes clients comprennent ce dans quoi ils vont pouvoir aller. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté qui me suit tout au long de mes rendez-vous. Ensuite, l'autre côté qui me suit, c'est mon expérience perso. C'est, j'ai été dans plusieurs banques différentes pendant ma carrière et je pense qu'il n'y a aucune des banques qui a répondu à mes attentes, parce qu'il y en a une qui me fait ouvrir un PEA parce qu'il faut prendre date pour les 5 ans. C'est quoi un PEA? Bah, c'est de la bourse, vous inquiétez pas. D'accord. L'autre, bah, faut ouvrir un PEL. Ouais, mais j'ai déjà ma résidence principale. Ouais, mais là, vous savez, de toute façon, vous mettez que 50 € par mois, puis ça ira bien. Ouais, bon, d'accord.
Euh, voilà, donc j'ai eu aucun accompagnement. J'ai eu la chance de payer des impôts, à mon sens trop à l'époque. Hmm. Bah, voilà, j'ai pas eu d'aide, pas eu d'accompagnement. Donc, Hmm. c'est toutes ces problématiques-là que je souhaite résoudre pour mes clients, mes prospects, parce que, parce qu'aujourd'hui, en France, on n'en a pas. Et trouver Ok. des infos sur Internet, bah, c'est à la fois facile, parce qu'on Il y en a trouve de tellement. tout, mais c'est difficile de faire le tri. Qu'est-ce qui est Ouais. vrai, pas vrai? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est légal? Euh, est-ce que c'est une pyramide de Ponzi, donc quelque chose d'illégal? Est-ce que l'argent que je vais mettre ici, il est sécurisé en totalité, en partie? Combien de temps va durer le placement? Voilà. Sur Internet, c'est très difficile de faire le tri. On trouve de tout. Mais faire le tri, c'est compliqué. Donc il faut, pour la plupart, être accompagné. Et ceux qui ne veulent pas être accompagnés, hein, parce que j'en ai qui, dès le départ, me disent bah, je veux juste un audit. Hmm. Et derrière, ils vont faire leur vie tout seuls. Voilà, donc ça, je l'entends aussi. Mais c'est pas donné à tout le monde parce que derrière, bah, il faut s'être beaucoup, beaucoup renseigné. Super. Il nous reste deux, trois petites questions plutôt sous forme de conseils. Je pensais à ta reconversion. Quel conseil tu pourrais donner? Alors, tout le monde n'a pas forcément ce même type de reconversion et ce grand écart que toi, tu as pu faire. Mais on est quand même dans un monde maintenant où tu le disais, hein, on reste plus aussi longtemps dans le même métier, la même entreprise qu'avant. 16 ans, c'est énorme pour certains. Quel conseil tu pourrais donner justement pour une bonne reconversion? Comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, moi, je pense qu'il faut absolument pas hésiter. Parce qu'à partir du moment où on a d'autres projets, d'autres envies, il faut y aller parce que sinon, on va finir frustré. Donc, je suis partisan d'avoir des objectifs dans la vie et de tout faire pour les atteindre. Je te parlerai d'un autre objectif un peu fou que je m'étais fait et que j'ai réussi à atteindre. Euh, donc, quelqu'un qui veut changer de vie, il peut le faire, il doit le faire. Après, il ne faut pas le faire sans préparation, sans un minimum de préparation. Donc, il faut profiter de quelques mois de réflexion bah, pour mettre en place une stratégie, un plan de bataille, hein, pour reprendre des termes Mhm. militaires. Faut se préparer, parce que si c'est pas préparé, bah, forcément, il y aura du retard dans la mise en place, parce que c'est pas le jour où on a quitté son job. Il faut se dire, bon, bah, maintenant, je fais quoi? Ou comment je vais mettre en place tel projet, telle envie, quoi. Donc, à mon sens, peut-être quelques mois de préparation, de réflexion pour préparer un plan de bataille, éventuellement faire ce qu'on appelle un rétro-planning, se dire, bah voilà, à telle date, il faut que j'ai fait ça, à telle date, il faut que j'ai fait ça, pour que à telle date, bah, mon projet soit ficelé, et bah, là, je donne ma démission, mon congé, voilà, je prends ma décision de quitter. Mais à mon sens, il faut le faire. Et l'anecdote Alors voilà, dont je voulais j'allais te te faire relancer. part, c'est j'aime beaucoup apprendre, mais j'aime bien me mettre des défis. Et il y a quelques années, ça fait presque 10 ans, hein, maintenant c'est en 2015, j'ai fait un Ironman. Je faisais pas mal de triathlon. Et 2014, je me dis, tiens, j'ai envie de faire un Ironman. Voilà. Donc un Ironman, pour les, les personnes qui ne connaissent pas, c'est l'enchaînement de trois sports différents, natation, vélo et course à pied. Il y a 3,8 km de natation en eau libre, donc dans un lac, une rivière, 180 km de vélo, et on finit cet échauffement par un marathon. Voilà. Et l'objectif que je m'étais fixé, c'était de finir un Ironman. Donc je ne voulais pas de butée spécifique en termes de chrono, si ce n'est que pour être reconnu officiellement finisher, il faut le faire en moins de 16 heures. Et donc là, bah, je me suis donné les moyens, j'ai pris un coach particulier qui me faisait mon planning, mon suivi, qui m'a fait faire différents stages de préparation. Et en un an de préparation, eh ben, j'ai réussi à finir mon Ironman. Et, voilà, c'était Waouh. un objectif parmi d'autres, mais c'est un objectif qui m'a marqué parce qu'il y en a plein parmi mes proches qui ont dit que c'était complètement fou, quoi. Oui, oui, c'est un engagement, hein. C'est pas seulement les 16 heures ou les 17 heures. Tu m'as dit 16 heures, c'est ça, Ouais, d'épreuve. Voilà,
un ami, Samuel, qui doit se reconnaître qu'il prépare en ce moment celui de l'Ironman d'Embrun et qui est à 16 heures d'entraînement par semaine en ce moment. Donc, Ouais, je- c'est c'est pas un mal. engagement Alors, perso. ouais, ouais, c'est ça. Mes grosses semaines d'entraînement, c'était un peu plus de 30 heures. Oui, oui, ouais. Bon. Donc, dans ce cas-là, je posais une semaine de congé. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. J'avais deuxième petit conseil, pardon, à te demander. Euh, Tu m'as dit j'adore apprendre, donc justement, quel conseil tu pourrais transmettre aux gens qui nous écoutent sur comment apprendre, quels petits tips tu as mis en place toi, ou en tout cas quelle réflexion tu as autour de cet apprentissage continu et la capacité à se réinventer, parce que c'est ce que tu as réussi à faire aussi. Alors, la première chose pour apprendre, c'est d'être curieux. Alors, c'est bête et basique, hein, mais il faut être curieux. C'est quand on voit quelque chose qu'on ne connaît pas ou qui nous intrigue, il faut se renseigner, savoir ce que c'est, pourquoi. Mm, Voilà, donc moi, je me pose beaucoup de questions. Alors, pas surtout, hein, parce qu'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Euh, mais quand c'est un domaine qui me parle un petit peu, du coup, je vais me renseigner, voir pourquoi il est dit tel truc aux informations, pourquoi dans tel magazine il parle de ça, pour me faire déjà ma propre idée, recouper les informations. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir si ce qui est dit, et quel que soit le magazine, le journal, est-ce que c'est une version vraiment neutre, est-ce que c'est orienté? Donc j'aime bien croiser les informations. Si c'est pour prendre un journal, dans ce cas, je vais prendre deux journaux, mais avec des approches différentes. Parce que forcément, du coup, moi, je vais me mettre au milieu, puis je vais malaxer tout ça avec mon passé mm. et ma manière de voir. Mais je pense que la première chose, c'est vraiment d'être curieux, de lire. Alors, pour le coup, je ne suis pas le bon exemple parce que je lis pas du tout, j'ai pas de livre au coin de ma table de chevet. Par contre, je suis abonné à plusieurs magazines, alors très orienté finance forcément, mais je suis abonné à plusieurs magazines. Je reçois des dizaines de newsletters, alors je les lis pas forcément toutes, mais en fonction des thèmes, je vais aller sur tel domaine, sur tel. Mm. Euh, donc j'essaie vraiment de me renseigner sur ce qui nous entoure pour rester dans mon cœur de métier. Ça va être sur euh, comment se portent les marchés financiers au niveau mondial, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, comment se porte le marché immobilier. Donc j'ai des newsletters qui sont uniquement axés immobilier, j'ai des newsletters qui sont uniquement axés bourse, d'autres qui sont axés IA, intelligence artificielle, parce qu'il y a certaines données que je vais pouvoir intégrer dans mon site ou dans mon analyse ou dans des entreprises, parce que des entreprises qui font de l'IA aujourd'hui, je pense que c'est très porteur aussi pour les années qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir dedans les yeux fermés, hein, mais c'est un domaine qui est nouveau, qui est récent, et je pense que c'est l'équivalent d'Internet il y a quelques années. Donc c'est un domaine qu'il faut suivre. Donc faut se renseigner, faut lire, faut s'inscrire à des newsletters, voilà, faut se renseigner, être curieux. Ok, bon, génial. Alors, on va conclure. Tu as un projet, quelque chose que tu souhaiterais promouvoir? On fait un petit peu d'autopromo tant qu'à faire. Voilà. Ou est-ce que, de toute façon, on mettra le lien hein, vers ton site en accompagnement de cette interview. Allez, c'est ton mon instant promo. Je te laisse. Bien, moi, ce que je souhaite, c'est que chacun puisse préparer son avenir pour être serein. Pour reprendre l'exemple des retraites, je pense qu'on est tous plus ou moins conscients que dans quelques années, ça va être très difficile d'avoir une retraite qui permette de vivre correctement. On en aura forcément, mais peut-être que les retraites qui sont à 1 000 € aujourd'hui, elles seront plus que l'équivalent de 500 € dans plusieurs dizaines d'années. Parce qu'il y a pas assez de personnes pour payer les retraités de demain. Donc, si on veut avoir un esprit un petit peu serein, il faut se préparer. Pour se préparer, c'est soit on se forme tout seul et ça prendra plusieurs années, soit on se fait accompagner. Donc moi, je suis là pour accompagner les personnes qui ont des objectifs de vie, des objectifs d'épargne, de finances, et je mets en place avec eux les solutions qui sont les plus adaptées à leur situation, à leurs objectifs, et surtout, je fais un accompagnement au long cours. C'est-à-dire que si on fait une solution aujourd'hui, on se reverra dans 6 mois, quand le contrat sera mis en place, quand ça roule. On se reverra dans un an pour faire la déclaration d'impôt. On se reverra dans 2 ans
pour voir si les objectifs ont changé. Donc, il y a vraiment un accompagnement qui est fait au long cours pour continuer à avoir une relation à long terme, à adapter la stratégie s'il y a besoin. Donc, Super. et pour rester sur cette lignée, j'insiste là-dessus, toutes les personnes qui vont investir vont comprendre dans quoi elles investissent. Ce qui est plutôt intéressant et important de savoir ce qu'on fait. Et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. On a besoin de vulgarisation ou Ouais. d'explication dans ce domaine-là, qui n'est pas forcément un domaine dans lequel on a été formé, ne serait-ce qu'à Non, l'école et c'est un ou dans milieu la qui est vie très quotidienne. complexe. Donc, soit on se forme, et ça prend plusieurs années, soit on se Mm. fait accompagner. Mais aujourd'hui, Génial. c'est vraiment indispensable de préparer son avenir. Et de l'épargne, c'est à partir de 50 euros par mois, on fait des choses déjà intéressantes. Mm. 50 euros par mois, quels que soient les salaires, je pense que tout le monde peut faire l'effort de préparer une épargne, un petit peu d'argent de côté pour préparer l'avenir. Mettre 50 euros par mois, c'est déjà une première pierre à Mm. l'édifice. Merci Pierre-Jérôme. Dernière question qui n'est pas préparée, mais c'est fait exprès. Si tu as suivi les autres podcasts, j'ai toujours cette petite question finale. Qu'est-ce que toi, tu as appris récemment? Quelle est ta dernière expérience d'apprentissage? Alors, bon, c'est une expérience d'il y a 3 ans maintenant. Je suis devenu papa et ça a encore une fois changé ma vie, hein, parce que je vais le redevenir dans quelques semaines, une deuxième fois. Donc, voilà, c'était une nouvelle approche, une nouvelle étape où on voit la vie différemment parce que bah, avant, j'étais tout seul, entre guillemets. Alors, quand Mm. j'étais tout seul, je pensais qu'à moi et ma femme, forcément. Mais on pense qu'à soi. Et bah, là, pour reprendre le thème de l'accompagnement que je fais, bah, je pense à l'avenir, mais aussi à son avenir. Donc, j'ai mis en place dès sa naissance quasiment, hein, différentes solutions pour préparer aussi son avenir et être sûr que tout se passera bien si demain je dois avoir un accident de voiture ou n'importe quoi. Donc, donc ça, c'était une très belle chose, c'était d'apprendre à être papa. Félicitations, déjà. Félicitations en avance pour le numéro 2 qui arrive. Je te remercie beaucoup. Merci à Je toi. profite pour passer un petit message en même temps et remercier Initiative Pays Salonnais qui nous a fait nous rencontrer et Exactement, qui ouais. fait un sacré boulot sur le pays de Salon. On n'en parle pas assez. Et voilà, moi, j'apprécie énormément de travailler avec eux. Et donc, j'en profite. Un petit coup de pub aussi pour eux, ça peut pas faire de mal. Merci, Pierre-Jérôme. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.